La rue était calme, presque trop calme, jusqu'au moment où les coups de feu déchirèrent l'air comme une fissure soudaine dans un verre fragile. Les oiseaux s'envolèrent d'un seul coup, les voisins sortirent la tête de leur porte, mais le monde sembla réellement s'effondrer quand 2 policiers abattirent un chien qu'ils croyaient menaçant, sans savoir qu'il appartenait à la petite fille du commandant le plus redouté qu'ait connu l'unité Delta. L'instant d'après, un cri aigu fendit l'atmosphère. Pas un cri de peur, un cri de déchirement pur. La petite Ava Harper, 6 ans à peine, s'effondra près du corps inerte de son fidèle berger allemand, un ancien chien policier nommé Hunter, couché dans une mare de sang encore chaude. Elle tomba à genoux, ses mains tremblantes glissant dans la fourrure déjà lourde, et sa voix brisée murmura « Réveille-toi, s'il te plaît. Tu n'as rien fait de mal. » 2 officiers restaient figés derrière elle, encore crispés, la fumée s'échappant de leurs armes comme si tout refusait de s'arrêter. Ils pensaient avoir neutralisé un danger. « Vous n'auriez pas dû tirer ?» cria Ava, les larmes brouillant sa vision. « Il essayait juste de me protéger. » Les officiers échangèrent un regard paniqué, livide. « On croyait qu'il attaquait » balbutia l'un d'eux en baissant son arme. Mais le mal était fait, irréversible. Ce qu'ils ignoraient encore, ce qui allait faire basculer toute cette histoire, concernait l'identité du père de la fillette. À des milliers de kilomètres de là, dans un centre d'entraînement ultra secret, réservé aux forces spéciales, un homme reçut un appel qui raviva en lui une part de son être que tout le monde espérait éteinte, son nom, commandant Eric Harper, ancien mythe vivant des opérations clandestines, autrefois connu sous le nom de code Ghostline. Et lorsque la voix de sa fille, étranglée par les larmes, lui souffla « Papa, ils ont tué Hunter », quelque chose se brisa net en lui. Quelques minutes plus tard, un SUV noir surgit au bout de la rue, freina brutalement, et un homme massif en descendit grand, les épaules larges, le regard d'un calme glacial. Eric avançait avec cette précision silencieuse, propre aux hommes qui ont vu, fait et survécu à l'impossible. Il se pencha près d'Ava, écarta doucement une mèche collée à ses joues camouillées, puis leva lentement les yeux vers les 2 policiers. « Vous venez de tuer mon chien », dit-il d'une voix posée, presque trop posée, et vous n'avez aucune idée de qui je suis. Il se redressa, lentement, comme si chaque centimètre ajoutait une pression invisible dans l'air. Vous venez de déclarer la guerre aux mauvais hommes. La terreur silencieuse qui s'installa autour d'eux n'avait rien d'un simple avertissement. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde. Aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le soleil venait à peine de se lever sur le quartier tranquille de Meadow Ridge, ce genre d'endroit où les laits étaient taillés avec soin et où les voisins se saluaient avant même d'avoir pris leur café. À l'autre bout de la rue, on entendait le rire d'une fillette résonner contre les jardins encore humides de rosée. Eva descendait les marches de la maison en sautillant, son petit sac à dos rose rebondissant dans son dos, tandis qu'à côté d'elle marchait Hunter, gigantesque berger allemand aux poils dorés, comme un coucher de soleil d'automne. Hunter avait été un chien K9 d'élite, appartenant autrefois à l'unité la plus risquée du commissariat. Sa plaque avait disparu, mais pas sa loyauté. « Allez, Hunter !» chantonna Eva, et le chien répondit par un aboiement bref, attentif, trottant à son rythme. Chaque matin, il faisait le même trajet vers l'école. Chaque matin, les voisins ralentissaient en les voyant passer, incapables de ne pas sourire. Ils étaient inséparables. La petite princesse du quartier et le soldat à 4 pattes qui avait trouvé en elle une nouvelle mission. Madame Clarkson, la voisine d'en face, arrosait ses roses. « Bonjour Ava, bonjour Hunter !» Eva répondit d'un geste joyeux, mais Hunter, lui, commença à se raidir. Ses oreilles se dressèrent, son regard se fixa au bout de la rue. Un détail cloché, le genre de détail qu'un civil ne remarquerait jamais. Une camionnette blanche stationnait depuis trop longtemps. Un homme appuyé contre la porte les observait un peu trop intensément. Eva, insouciante, continuait d'avancer en fredonnant, mais Hunter glissa légèrement devant elle, lui coupant brièvement le passage. « T'es bête », dit-elle en riant, croyant à un jeu. Elle ne sentit qu'un grondement très doux vibrer sous sa main, un avertissement silencieux. Le chien suivait du regard chaque mouvement, chaque ombre, et quelque chose dans l'air portait une odeur métallique étrangère qui hérissait son instinct de soldat. Quand Eva arriva au portail de l'école, elle serra Hunter dans ses bras. « Attends-moi là, d'accord ? Je reviens après la classe. » Hunter s'assit,
immobile mais tendu, son regard balayant la rue encore et encore, tandis que la fillette disparaissait dans le bâtiment. Le vent tourna, une odeur nouvelle atteignit le museau du chien. Quelque chose approchait, quelque chose de mauvais, et avant la tombée du soleil, cette rue apparemment ordinaire ne serait plus jamais la même. Ce qui se produisit ensuite commença par un simple appel anodin. Un voisin signala un gros chien agressif près du parc. Routine, une alerte sans importance. 2 agents, l'agent Riley et l'agent Dalton, prirent l'appel. Ils roulèrent jusqu'à Meadow Ridge, leurs pneus crissant sur le gravier humide. Des enfants jouaient au loin, d'autres criaient, mais rien ne semblait réellement dangereux jusqu'au moment où ils aperçurent un berger allemand planté au milieu de la rue, poil hérissé, grognant vers un homme caché derrière une camionnette. « C'est sûrement celui-là », dit Riley en posant la main sur son arme. « Et il y a une gamine pas loin », ajouta Dalton. Eva, pétrifiée, se tenait à quelques pas. Son sac d'école serré contre elle, Hunter, lui, s'interposa immédiatement, les dents découvertes, non pas en direction d'Eva, mais vers l'homme derrière la camionnette, un homme en train de fourrer quelque chose de métallique dans un sac. Hunter aboya si fort que le son fendit l'air. L'homme paniqua, lâcha son sac et s'enfuit vers la ruelle, mais les policiers ne virent pas la même scène. Ils virent seulement un chien bondir, un mouvement brusque, une fillette qui criait « Arbre, le chien attaque !» hurla Riley. « Attends !» s'exclama Dalton, mais trop tard. Une détonation explosa. Ava hurla. Le monde s'écroula en un instant. Hunter vacilla. Son corps puissant s'effondra sur le béton dans un bruit sourd. Une tache sombre s'étendit sous lui. Le silence dura une fraction de seconde, puis les cris éclatèrent. Le cri d'Ava résonna dans l'air comme une lame qui déchire la peau du monde. Elle se jeta au sol, ses petites mains agrippant la fourrure de Hunter tandis que ses larmes tombaient sur son museau encore chaud. « Non, 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 Hunter, réveille-toi s'il te plaît !» Le chien la regarda une dernière fois, ses yeux ambrés, voilés de douleur, essayant encore de lever la tête malgré la balle qui lui déchirait l'épaule et les poumons. Autour d'eux, le chaos s'enclencha. Des voisins sortirent de chez eux, certains criant après les policiers, d'autres filmant déjà la scène avec leur téléphone. « Ils ont tiré sur le chien !» hurla un homme en pointant Riley du doigt. « Il protégeait la petite. Vous avez vu ce type courir ? Vous avez même pas regardé. » Riley, livide, reculait d'un pas, son arme tremblante dans sa main crispée. « C'était de la légitime défense ?» bredouilla-t-il, mais personne ne semblait écouter. Dalton, à ses côtés, secoua la tête, les lèvres tremblantes. « On aurait dû attendre. » Ava pressa ses mains contre la plaie, mais le sang s'infiltrait entre ses doigts. « Tu avais promis de rester avec moi. » sanglota-t-elle. Hunter poussa un grognement faible, à peine audible. Puis sa queue bougea très légèrement, comme un dernier signe, une dernière tentative de la rassurer. Puis son souffle ralentit, son torse se souleva une dernière fois et s'immobilisa complètement. « Non, Hunter, non !» murmura-t-elle d'une voix cassée. Ses doigts glissèrent sur la fourrure devenue froide, et un silence presque sacré s'abattit autour d'eux. Les sirènes arrivèrent quelques minutes plus tard, mais pour Eva, il n'y avait plus de son, plus de couleurs, plus de monde. Les ambulanciers tentèrent de lui parler, mais elle ne voulait lâcher ni le corps de son chien, ni le collier qu'elle serrait contre elle. « Ne le prenez pas !» hurla-t-elle quand l'un d'eux s'approcha. « Vous l'avez déjà blessé ?» Les gens autour d'elle protestaient encore, certains jurant que Hunter n'avait rien fait de mal, d'autres insultant les policiers. Mais tout cela lui semblait lointain. Pour elle, il ne restait que cette douleur impossible à nommer. Dalton, incapable de regarder davantage, détourna les yeux tandis que Riley continuait de répéter comme un automate « Je pensais qu'il attaquait, je croyais ». Mais les caméras des voisins filmaient tout, leurs objectifs impitoyables capturant chaque tremblement, chaque malaise, chaque goutte de sang sur le trottoir. Ils savaient dans la seconde même que cette scène allait faire le tour du monde. Pendant ce temps, quelque part au milieu d'un centre d'entraînement militaire enfoui au cœur d'une forêt interdite au public, le téléphone satellite du commandant Eric Harper vibra dans sa poche. Il sortait d'une de sessions tactiques quand il entendit la voix déformée d'Eva, étouffée par les sanglots. « Papa, ils ont tué Hunter !» Eric se figea. Ses muscles se tendirent, comme si une balle venait de lui traverser le torse. L'entraînement, les missions, la discipline, tout cela s'effondra en un instant. La voix de sa fille était le seul élément de ce monde capable de briser son calme absolu. « Où es-tu » demanda-t-il d'un ton étrangement calme, celui qu'il avait utilisé sur des champs de bataille, où les erreurs se payaient en vie. « Je suis à la maison. »
Ils l'ont emmené, papa. Ils l'ont tué. Il ferma les yeux et pendant une fraction de seconde, le Ghostline, ce surnom que ses ennemis chuchotaient avec crainte, revint à la surface. Il monta dans un véhicule militaire, sans même dire un mot à ses collègues, fonça jusqu'à l'héliport et obtint en quelques secondes un transport rapide vers la ville, grâce à des contacts qui n'avaient jamais cessé de lui devoir des faveurs. Lorsque son SUV noir s'arrêta dans la rue de Meadowridge, les gyrophares illuminaient encore les façades. Eric sortit du véhicule avec la lenteur d'un prédateur sûr de lui. Les officiers se tournèrent vers lui instantanément. On aurait dit que l'air se densifiait autour de sa silhouette. Il ne chercha pas les policiers du regard, il chercha sa fille. Dès qu'il aperçut Eva, assise au sol, les genoux serrés contre elle, le visage noyé de larmes, il courut vers elle. « Papa !» souffla-t-elle avant de se jeter dans ses bras. Ses petites mains étaient couvertes du sang de Hunter. Eric sentit sa respiration se bloquer quand il vit ça. Pour la première fois depuis des années, il eut l'impression de perdre pied. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il d'une voix tendue, mais Eva n'arrivait plus à parler. « Ils ont tiré, ils voulaient me protéger. » Eric la serra contre lui, puis la remit doucement debout avant de se tourner vers les policiers. Riley recula d'un pas lorsqu'Eric approcha. « Monsieur, je… » Eric leva la main l'arrêtant. « Quel est ton nom ?» Riley déglutit. « Agent Riley, sœur, j'ai cru voir une menace. »« Tu as cru » répéta Eric. 3 mots, froids, comme une lame sortie du congélateur. « Tu as cru » Il inspira profondément. Malgré la rage qui brûlait en lui, il restait d'une tranquillité effrayante « Et maintenant mon enfant doit apprendre ce qu'est la mort parce que tu n'as pas su regarder où était le vrai danger. » Le sergent du poste, un homme large, nommé Monroe, tenta de prendre la parole. « Commandant Harper, nous allons mener une enquête interne complète, je peux vous l'assurer. » Eric planta ses yeux dans les siens. « Une enquête ?» dit-il, presque amusé. « Mon chien est mort dans les bras de ma fille. Il protégeait un enfant pendant qu'un criminel armé se sauvait. Et vous me parlez d'enquête ?» Monroe ravala ce qu'il allait dire. Autour d'eux, personne n'osait respirer trop fort. Eric ramassa le collier de Hunter, tordu, encore tiède. Eva, silencieuse, lui tendit le pendentif métallique et il le prit comme s'il manipulait quelque chose de sacré. Puis il se pencha vers elle. « Je vais trouver ce qui s'est vraiment passé, d'accord ? Je te le promets. » Son ton était si posé, si maîtrisé qu'il en devenait plus terrifiant qu'un cri, et quand un soldat comme Eric Harper faisait une promesse, le monde apprenait très vite ce que signifiait tenir parole. À l'aube du lendemain, la maison des Harper ressemblait à un sanctuaire figé dans la douleur. Eva ne parlait plus depuis la veille. Elle s'était endormie la tête posée contre le collier de Hunter, refusant de le lâcher. La petite avait perdu un ami, un frère, un protecteur, et Eric, après avoir passé la nuit éveillé, à fixer la rue par la fenêtre, avait retrouvé ce calme profond qui précédait les orages les plus dévastateurs. Sur la table du salon, le rapport des policiers traînait rempli de phrases creuses, animal agressif, menace potentielle, légitime défense, rien, pas une ligne, ne mentionnait l'homme qui avait fui derrière la camionnette. Ce n'était pas une erreur, c'était un mensonge construit et Eric le voyait clairement. Il prit son téléphone, composa un numéro qui n'apparaissait sur aucun registre public. Lorsque la voix répondit, il dit simplement « C'est Harper. J'ai besoin d'un transfert immédiat de toutes les images de surveillance civile autour de Meadowridge. Toutes, caméras de circulation, commerce, entrée de parking horaire de 14h20 à 14h50. Et fais-le hors des serveurs municipaux. Ils sont compromis. » Un silence, puis la réponse tomba « Compris. Transmission en cours. Bon courage, Ghostline. » Et ce fut le début de ce qui allait tout faire basculer. Les fichiers arrivèrent en silence, un à un, comme des battements de cœur électroniques sur l'écran de l'ordinateur portable d'Eric. Il avait transformé son salon en un véritable poste de commandement improvisé, les rideaux tirés, l'air tendu, les murs baignés par la lumière bleutée de l'écran. Il travaillait avec une précision presque mécanique. Les images défilaient, caméra d'angle, enregistrement de commerce, flux de circulation, photos extraites, image par image. Il ne clignait presque plus des yeux, sa mâchoire serrée, exprimant toute la tempête intérieure qu'il refusait de laisser paraître. Sur une vidéo d'un supermarché, il repéra la camionnette blanche. Sur une autre, celle d'un garage, l'homme qui se penchait pour ramasser un sac lourd. Il isolait chaque élément, chaque silhouette suspecte, chaque mouvement.
Et lorsque la caméra de surveillance d'un petit magasin de boissons révéla enfin le visage flou, mais reconnaissable du suspect, Eric arrêta l'image d'un geste sec. L'homme portait une veste sombre, ses cheveux ras, une barbe courte. Dans sa main, un objet métallique dépassait de son sac. Eric agrandit l'image, manipula les contrastes, zooma, une petite tige rouge, un fil isolé, la forme cylindrique. Son sang se glaça. Il connaissait ce genre de pièces. Pas des armes ordinaires, des détonateurs, des systèmes explosifs artisanaux, le genre qu'il avait vu poser sur des routes poussiéreuses à l'autre bout du monde. Bon sang, murmura-t-il. Cette fois, la vérité se dessinait comme une silhouette qui sort lentement du brouillard. Hunter n'avait pas réagi sans raison. Il avait identifié une menace, une réelle menace. Et l'homme qui avait fui n'était pas un simple passant. C'était autre chose, quelqu'un de dangereux, quelqu'un recherché. Eric prit une profonde inspiration, ferma un instant les yeux. Le collier de Hunter reposait à côté du clavier. Sa main se posa dessus comme un geste de promesse silencieuse. Il relança la lecture. Sur un autre angle, la scène devenait plus claire. On voyait le suspect s'approcher de la rue conduisant à l'école d'Ava Hunter était apparu à l'écran, vigilant, grognant, tirant légèrement sur la fillette pour la maintenir en arrière. L'homme avait sorti un petit tube métallique de sa poche et l'avait glissé dans son sac, les yeux fuyant constamment autour de lui. Puis, juste après, un mouvement brusque, Hunter aboyant pour avertir, Eva reculant instinctivement, et l'arrivée de la voiture de police, bloquant tout le champ de vision. La détonation avait coupé l'image, puis l'homme avait disparu du champ. Eric recula légèrement sur sa chaise. Son regard s'assombrit jusqu'à devenir presque vide. « Tu avais raison, mon grand. Tu voulais la sauver, et ils t'ont arrêté avant que tu puisses. » Il tapa un message rapide sur son téléphone, destiné à un ancien camarade de Delta Force. J'ai besoin d'une identification biométrique express. Suspect en lien potentiel avec matériaux explosifs. Dossier en pièces jointes. Priorité absolue. La réponse arriva en moins de 4 minutes. Cible identifiée. On l'a déjà vu circuler. Nom, Mason Clay, lié à plusieurs groupuscules extrémistes, considéré comme dangereux. Classé rouge par Homeland Eric. Ce gars-là et ses fichiers. Fais attention. Eric parcourut la réponse d'un regard sombre. Mason Clay. Le nom sonnait comme une menace en soi. Et cette menace, Hunter l'avait sentie bien avant que quelqu'un d'autre ne la voie. Il comprit alors avec une netteté glaciale que les policiers n'avaient pas seulement réagi trop vite, ils avaient tiré sur le seul être ayant reconnu le danger réel. Et pire encore, quelqu'un dans l'ombre semblait vouloir que cette vérité soit étouffée. Comme pour confirmer ses soupçons, son téléphone vibra soudain. Un numéro inconnu, message unique. « Vous posez les mauvaises questions, mais commandant, arrêtez maintenant. » Eric observa l'écran pendant un long moment, le temps que sa respiration redevienne aussi calme que l'eau d'un lac immobile. Puis il sourit légèrement, un sourire sans chaleur, un sourire qui appartenait au Ghostline, pas au père qu'il essayait d'être. Il supprima le message sans un mot, éteignit son téléphone, prit sa veste et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, il s'arrêta un instant dans le couloir. La chambre d'Eva était silencieuse. La petite dormait encore, serrant contre elle la médaille de Hunter. Il posa une main sur le chambranle de la porte. « Je reviens », murmura-t-il. « Et quand je rentrerai, plus personne n'osera prétendre que ton ami n'était qu'un animal. » Son regard se durcit. « Je vais faire éclater la vérité, peu importe qui tente de l'enterrer. » Et il quitta la maison, déterminé à découvrir qui avait tiré les ficelles dans l'ombre. La nuit tomba sur la ville, une nuit lourde de pluie, comme si le ciel lui-même voulait nettoyer les mensonges encore collés au trottoir. Eric gara son SUV 2 rues plus loin et termina le trajet à pied, capuche baissée, silhouette avalée par les ombres. L'adresse qu'il avait extirpée du système provenait d'un reçu trouvé dans le sac oublié du suspect. Un entrepôt abandonné en périphérie, là où personne ne passait. Il entra par une porte latérale défoncée, ses pas presque inaudibles grâce à des années d'entraînement. L'air sentait le métal, la poussière et quelque chose d'autre. Une odeur acide, familière, les explosifs. Il repéra immédiatement des traces de bottes dans la poussière sèche. Puis un plan étalé sur une table, une carte de la ville, plusieurs itinéraires encerclés. Et là, au centre, un cercle rouge marquait un point précis. Meadow Ridge Elementary School, l'école d'Eva. Eric sentit son ventre se nouer. Sa respiration se fit plus lente encore, précise, calculée. Sur la table se trouvait aussi une boîte ouverte contenant un dispositif incomplet. Batterie, connecteur, minuteur. Il prit des photos. Tout cela sentait l'attaque planifiée, le repérage, la préméditation. 2 pas plus loin, il tomba sur une caméra installée dans le coin de l'entrepôt. Elle semblait éteinte, mais Eric n'était pas homme à se fier à l'apparence.
Il décrocha la carte mémoire. À peine installée dans son SUV, il inséra la carte dans son ordinateur portable. Les enregistrements commencèrent. Le suspect apparaissait travaillant sur les détonateurs, assemblant des pièces. Puis, quelques minutes plus tard, quelqu'un entrait. Quelqu'un que Eric reconnut immédiatement. L'agent Riley. Son visage apparut sous l'angle de la caméra. Pas dans la panique, pas surpris. Non, confiant. Comme un homme qui sait exactement où il met les pieds. Et sur cette vidéo, Riley tendit une enveloppe au suspect avant de récupérer une autre en échange. Un silence glacial envahit l'habitacle du SUV. Eric resta immobile. Les paupières mi-closes, c'était donc ça. Ce n'était pas un tir impulsif, ce n'était pas un accident, c'était une élimination. Hunter avait découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Alors Riley avait tiré. Pour effacer un témoin à quatre pattes, Eric expira lentement, ses doigts se resserrant sur le volant jusqu'à blanchir ses articulations. « Tu as tué mon chien, pas parce qu'il te menaçait, mais parce qu'il menaçait ton secret, » dit-il d'une voix basse, presque inaudible. « Tu vas parler, je vais te faire parler. » Et la ville, cette nuit-là, sentit le vent changer. Le moteur du SUV vibrait faiblement, mais Eric n'entendait déjà plus rien. Son esprit tournait à une vitesse glaciale, chaque détail assemblé avec la précision d'un sniper. La vidéo continuait de défiler sur son écran. L'agent Riley quittant l'entrepôt d'un pas rapide, nerveux, jetant sans cesse des regards par-dessus son épaule. Le suspect, Mason Clay, refermant la boîte d'explosifs, comme si ce simple geste signifiait un compte à rebours silencieux. Puis plus rien, les images se stoppèrent, Eric resta un long moment immobile, le regard fixé sur l'écran noir. Le choc initial avait laissé place à une rage froide, pas de celle qui fait hurler, de celle qui calcule, observe, planifie et frappe sans hésitation. Une rage d'élite, lentement, il referma l'ordinateur, inspira profondément et fit demi-tour vers le centre-ville. Il ne voulait pas seulement confronter Riley, il voulait le placer devant la vérité, un piège dont il ne pourrait plus s'échapper. Arrivé devant le commissariat, Eric coupa le moteur. Les lumières intérieures brillaient encore, prouvant que certains officiers travaillaient tard. Il entra par la porte avant, sans dissimuler quoi que ce soit, pas de discrétion. Pas ce soir. Ce soir, il venait en tant que père, en tant que soldat, en tant qu'homme à qui l'on avait pris ce qu'il aimait. Le hall du commissariat se figea. Plusieurs agents levèrent les yeux, surpris, tendus, presque instinctivement prêts à reculer. Le sergent Monroe, assis derrière le bureau central, se leva immédiatement. « Commandant Harper, il est tard. Peut-être qu'on devrait... »« Je veux voir Riley, » coupa Eric, sa voix plus tranchante qu'une lame. Monroe avala difficilement sa salive. « Il n'est pas de service ce soir. » Eric fit quelques pas en avant, son regard s'enfonçant dans celui du sergent. « Alors appelle-le, maintenant. » La manière dont il prononça « maintenant » fit frissonner deux jeunes recrues qui se tenaient près du mur. Monroe hésita, regarda autour de lui, puis finit par obtempérer. Quelques minutes plus tard, Riley apparut, l'air fatigué, les cernes marquant son visage. Il sembla surpris de voir Eric. Puis, en une fraction de seconde, sa surprise devint quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur. « Commandant, je suis désolé pour ce qui est arrivé, » dit-il en s'approchant lentement. « Je vous jure que je... » « Assieds-toi » Riley s'exécuta immédiatement. Comme si une partie de lui savait qu'il ne devait pas contrarier cet homme, Eric posa une clé USB sur la table. « Mets ça dans l'ordinateur » ordonna-t-il. L'agent s'exécuta, les mains tremblantes. La vidéo se lança automatiquement. L'entrepôt, Clay, les explosifs. Clay et Riley échangeant des enveloppes. Riley regardant tout autour avant de partir. Riley était devenu un fantôme livide. Seules les respirations haletantes des quelques officiers présents brisaient le silence pesant. Le visage de Riley pâlit davantage. « Commandant, ce n'est pas ce que vous croyez. » Eric s'approcha lentement, posa ses deux mains sur la table, son visage à quelques centimètres du sien. « Ce que je crois, murmura-t-il, je crois que tu as rencontré un terroriste. Je crois que tu as pris de l'argent. Je crois que Hunter l'a découvert. Je crois aussi que tu as tiré pour faire taire le seul témoin qui avait compris ce qui se tramait. Tu veux me dire ce que je suis censé croire d'autre ?» Riley ouvrit la bouche mais aucun son n'en sortit. Autour d'eux, les autres agents s'étaient figés, incapables d'intervenir. Monroe, lui, n'osait même plus respirer. « Commandant, j'ai été piégé. Clay a dit qu'il avait quelque chose contre moi, des preuves. Je n'ai pas eu le choix. » Eric se redressa lentement. « Tu avais le choix. On a toujours le choix. Certains sont plus difficiles que d'autres, mais ce sont des choix quand même. » Riley secoua la tête paniquée. « Je vous jure, je n'allais rien faire de mal. Je devais juste récupérer une enveloppe, rien de plus.
Je ne savais pas pour l'explosif. Je n'ai jamais voulu le couvrir. » Eric le fixa quelques secondes, puis lâcha une phrase qui mit tout le monde au silence. « Tu savais, ce que tu ne savais pas, c'est que tu allais devoir affronter moi. » Le regard de Riley se brisa. « Je suis désolé. Je n'ai pas voulu tuer votre chien. Je vous jure, c'était un réflexe. Je voulais protéger la fille. Je n'ai pas réalisé. » Eric inspira lentement, cherchant à se contenir. « Tu as tué un héros ?» dit-il d'une voix calme, presque calme au point d'être terrifiante. « Et maintenant, tu vas faire exactement ce que je vais te dire. » Dans le silence, Eric sortit son téléphone et posa une exigence simple, implacable. Riley allait enregistrer une déclaration officielle, complète, détaillant sa relation avec Clay, le moment exact de l'échange, et surtout, la vérité sur ce qui s'était passé dans la rue. Il allait tout avouer. Riley, en larmes, hocha la tête, incapable de protester. Il grava la vérité, tremblant, devant la caméra du téléphone d'Eric. « Je m'appelle Jason Riley. Je reconnais avoir tiré sur Hunter sans menace réelle. Je reconnais avoir participé à un échange avec Mason Clay. Je reconnais que le chien avait identifié la présence du suspect avant nous. Le chien ne représentait aucune menace pour la fillette. C'est moi qui ai pris la mauvaise décision. » Sa voix craqua. « Je suis prêt à assumer les conséquences. » Quand il eut terminé, Eric coupa l'enregistrement et sauvegarda la vidéo. Puis il rangea son téléphone. « Maintenant, dit-il, ton histoire va sortir. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. » Et il quitta le commissariat sans un regard en arrière, laissant Riley brisé, Monroe choqué, et tout le poste dans un silence glacial. Un silence si profond qu'on aurait pu entendre une aiguille tomber. Le Ghost Line venait de frapper, et rien ne serait plus jamais comme avant. Mais ce n'était qu'un début. Les heures suivantes furent un tourbillon. Eric rentra chez lui, monta silencieusement les escaliers, observa Eva dormir, son visage apaisé pour la première fois depuis la veille. Lorsqu'elle ouvrit les yeux quelques minutes plus tard, il était assis près d'elle. « Papa, tu es revenu ?» murmura-t-elle. « Toujours » répondit-il doucement. Il lui caressa les cheveux, puis près de son oreille, il lui glissa un secret. « On va dire au monde ce que Hunter a fait. Ils vont tous savoir qui il était vraiment. » La petite hocha la tête, ses yeux encore gonflés de fatigue et de tristesse. Au lever du soleil, les réseaux sociaux explosèrent. La vidéo de Riley avouant tout, absolument tout, venait d'être publiée sur plusieurs comptes anonymes. Personne ne savait d'où cela venait, personne ne savait qui avait lancé la bombe médiatique. Mais une certitude traversait déjà la ville comme une onde de choc. Hunter n'était pas une menace, il était un héros. Un chien qui avait senti un terroriste, un chien qui avait protégé une enfant, un chien tué pour un mensonge. Au moment où le soleil perçait enfin les nuages, la ville entière semblait se réveiller sous un choc collectif. La vidéo confession de l'agent Riley tournait déjà partout, sur les réseaux sociaux, dans des groupes privés, même dans certaines chaînes d'information locales. Les mots « corruption »,« dissimulation »,« chien héroïque » et « terrorisme » explosaient dans les hashtags comme des détonations successives. Les rues se remplirent de murmures, de conversations étouffées, de visages outrés. Des bougies commencèrent à apparaître devant l'école, devant la maison des Harper et même devant le commissariat. Des gens qui n'avaient jamais rencontré Eva ou Hunter déposaient des fleurs, des peluches, des cartes. Sur certaines pancartes, on lisait « Justice pour Hunter, un héros ne meurt jamais » ou encore « Ce chien a sauvé une enfant ». Le monde avait enfin entendu l'histoire. Et Eric, silencieusement, regardait tout cela depuis sa fenêtre sans ressentir de satisfaction particulière. Il ne cherchait pas la gloire, il ne cherchait pas la vengeance pour la vengeance, il cherchait la vérité. Et elle venait seulement d'être révélée, pas encore réparée. Eva, elle, observait les gens déposer des objets devant leur portail. Elle tenait le collier de Hunter entre ses mains, le serrant contre sa poitrine comme un trésor. « Papa, ils savent ?» demanda-t-elle doucement. Eric s'accroupit à côté d'elle. « Oui, ma puce, ils savent dit maintenant. Ils savent dire qui il était et ils ne l'oublieront pas. » Les yeux d'Eva se remplissaient encore de ce mélange étrange de douleur et de fierté. « Il était courageux, comme toi. » Eric l'embrassa sur le front. « Il était plus courageux que moi. C'est pour ça qu'il mérite que tout le monde connaisse son histoire. » Pendant ce temps, au commissariat, c'était l'émeute silencieuse. Les agents se regroupaient par petits cercles, parlant à voix basse. Le chef du poste, l'inspecteur Monroe, fulminait devant les écrans de télévision qui diffusaient en boucle la confession de Riley. « Comment ça a pu sortir ?» rugit-il. Un jeune officier tenta de répondre, mais Monroe leva la main. « Peu importe, le mal est fait. »
Riley, enfermé dans un bureau à part, tenait sa tête entre ses mains, ses épaules secouées par des sanglots étouffés. « J'ai tout gâché. J'ai ruiné ma vie », murmura-t-il. Turner, son partenaire, frappait du pied nerveusement contre le parquet. « Jason, pourquoi tu m'as rien dit? On aurait pu régler ça autrement ?» Riley ne répondit pas. Il pleurait encore, incapable de regarder quiconque dans les yeux. Quelques minutes plus tard, les enquêteurs arrivèrent, prêts à l'interroger formellement. Tout s'effondrait autour de lui. De l'autre côté de la ville, les médias commencèrent à assiéger le quartier de Meadow Ridge. Les chaînes d'information installaient des caméras, des journalistes tapaient frénétiquement sur leurs tablettes, répétant des phrases du genre « Ce qui devait être une intervention banale se révèle être l'un des plus gros scandales policiers de l'année ». Certains voisins témoignaient, affirmant que Hunter avait toujours été doux, loyal, obéissant, un vrai protecteur. D'autres racontaient avoir vu l'homme fuir derrière la camionnette et tous, absolument tous, condamnaient le tir. Eric ne fit aucune apparition publique. Il ne donna aucune interview. Il resta à l'écart, préparant silencieusement ce qui devait venir ensuite, car il restait une pièce du puzzle, la plus dangereuse. Mason Clay, l'homme responsable de tout, l'homme que Hunter avait repéré, l'homme qui était encore dehors, et cela, Eric ne pouvait pas le tolérer. 2 jours après la diffusion de la vidéo, alors que la colère populaire atteignait un pic, Eric reçut un appel crypté. La voix, à l'autre bout, était grave, posée, un timbre qu'on reconnaissait entre mille. L'un de ses anciens frères d'armes, Samuel Drake, surnommé Hawkeye. « Eric, j'ai une piste. On a repéré Clay. Il est dans un motel à la sortie nord, chambre 112. » Eric inspira longuement. « Tu es sûr ? À 100%. On a croisé son véhicule. Les plaques correspondent, et on l'a vu entrer. Il est seul, mais on ne sait pas pour combien de temps. » Eric ferma les yeux une seconde. Il n'avait pas envie de repartir sur le terrain. Pas envie d'être Ghostline à nouveau, mais certaines choses ne peuvent pas être laissées en suspens. « Je m'en occupe, » dit-il simplement. « Tu veux du renfort ?» demanda Drake. « Non, je ne veux pas attirer l'attention, et je ne veux pas risquer de perdre Clay. » Drake comprit. « Fais attention, Eric. Ce gars n'a rien à perdre. » Le motel mentionné par Drake semblait figé dans une autre époque. Un bâtiment long, peint d'un beige sale et marqué par l'humidité, alignant des portes toutes identiques et des néons défaillants. Une enseigne clignotait par intermittence, Silver Wind Inn, comme un souffle fatigué. Eric gara son SUV un peu plus loin, sortit le pistolet qu'il gardait toujours enfermé dans sa boîte noire, une arme qu'il n'utilisait plus depuis ses jours d'opération clandestine, et vérifia le chargeur. Ensuite, il glissa l'arme sous sa veste. Chaque mouvement était maîtrisé, presque ritualisé. L'instinct reprenait le contrôle. Et Ghostline réémergeait lentement, méthodiquement. Il s'approcha en silence du bâtiment, se déplaçant dans l'ombre projetée par les lampadaires. Ses pas ne faisaient aucun bruit sur l'asphalte. Il repéra la chambre. La 112. Un rideau tiré. Une lumière jaune qui filtrait légèrement. Un murmure? Non. Un bruit mécanique. Peut-être la télévision. Il colla son oreille contre la porte. Rien de suspect. Mais Clay, il le savait, était du genre à piéger son environnement. Alors il fit le tour, se glissant entre 2 voitures. Observant la fenêtre arrière, c'était là qu'il le vit pour la première fois. Mason Clay, assis sur le lit, penché sur ce qui ressemblait à un ordinateur portable. Son visage creusé, ses yeux sombres, sa barbe broussailleuse. L'image exacte qu'Eric avait vue dans la vidéo est sur la table. Un sac identique à celui qu'il avait tenu le jour du drame. Un frisson s'étira le long de la colonne d'Eric. C'était bien lui. Il s'apprêtait à faire demi-tour pour entrer par la porte quand le téléphone de Clay vibra. L'homme décrocha. Eric n'entendit pas les mots exacts, mais il vit son expression changer. Une crispation, un serrement de mâchoire, un signe clair. Clay ne comptait pas rester ici longtemps. Eric s'éloigna d'un pas, se glissa à nouveau vers la porte d'entrée et posa sa main sur la poignée. Respirant lentement, il attendit que Clay soit suffisamment proche pour agir. Une seconde passa, puis une autre. Et quand Clay s'approcha de la porte, Eric bougea. Un mouvement net, rapide. Il ouvrit la porte en un coup sec et entra d'un pas puissant. Arme levée, Clay bondit en arrière, surpris, tentant d'attraper quelque chose sur la table, peut-être une arme, peut-être un détonateur. « Bouge pas !» lança Eric d'une voix froide. Implacable, Clay se figea. Puis il sourit, un sourire mauvais, tordu. « Alors c'est toi, le père ?» Eric resserra légèrement la prise sur son arme. « Et toi, tu es l'homme qui s'en prend aux enfants. » Clay plissa les yeux. « Tu n'aurais pas dû venir seul.
Je ne suis jamais vraiment seul, répondit Eric. Clay éclata d'un rire sec. Tu veux savoir ce qui t'attend? Tu veux comprendre pourquoi ce chien devait mourir? Le silence dans la pièce devint palpable, lourd, presque électrique. Clay se redressa lentement, comme s'il savourait chaque seconde avant de parler. « Si tu savais tout ce que j'ai vu ce jour-là, » murmura-t-il. Et dans ce motel miteux, à l'écart de la ville, la vérité s'apprêtait à surgir, prête à renverser tout ce que Eric croyait avoir découvert. Clay resta immobile quelques secondes, un sourire dérangeant étirant ses lèvres, comme si la peur n'existait plus pour lui. Eric, aux aguets, analysait chaque micro-tension dans ses épaules, chaque mouvement de ses doigts, chaque ombre derrière lui. Cet homme était instable, dangereux, imprévisible, mais certainement pas aussi intelligent qu'il le croyait. « Tu veux la vérité ?» demanda Clay, sa voix rauque glissant dans la pièce comme une lame. « Tu crois que je suis juste un terroriste isolé ? Tu crois que j'ai couru ce jour-là parce que ton chien m'avait flairé ?» Il ricana. « Ce chien était bien plus malin que la plupart des policiers de ta ville. Il avait déjà compris ce que toi, commandant Harper, tu es encore en train de découvrir. » Eric ne broncha pas. Il voulait qu'il continue, qu'il parle. Chaque mot était une pièce supplémentaire dans le puzzle. Et qu'est-ce qu'il a compris, d'après toi? Clay se redressa légèrement, mais Eric fit un pas en avant, arme levée, le clouant sur place. « Un pas de plus et je ne pose plus de questions », murmura Eric. Clay leva les mains, mais son sourire, lui, ne changea pas. « D'accord, d'accord. Je vais t'expliquer. » Il inspira longuement, comme s'il savourait l'importance dramatique de la situation. Le jour où ton chien m'a vu, j'étais en mission. Pas pour un groupe extrémiste, pas pour une cause religieuse ou politique, non. J'étais en mission pour l'homme qui dirige l'unité antiterroriste de ta ville. Eric fronça les sourcils. Continue, exigea-t-il. Clay poursuivit. Je livre, je transporte, je déplace des choses. Disons que je suis le type que personne ne regarde trop attentivement. Parce que je suis un fantôme dans les marges, et ce jour-là, la chose que je transportais, il ricana. Ce n'était pas juste un détonateur, c'était un message. Un message pour qui? Demanda Eric. Pour celui que tu protèges, sans même le savoir. Pour celui qui tient ta ville par les fils, comme une marionnette. Eric resta silencieux, mais intérieurement, quelque chose se mit en place. Le chef Monroe, un politique influent, quelqu'un de plus haut placé encore, Clay pencha légèrement la tête. Tu vois, commandant, ton chien n'a pas flairé un criminel, il a flairé une opération. Une opération qui ne concernait ni toi, ni ta fille, ni ton quartier, juste un moyen de pression. Et quand Hunter a commencé à aboyer, Riley a compris avant moi que tout allait s'effondrer. Il a paniqué, il a tiré. Eric sentit son cœur battre plus fort. Tu veux dire que tu étais mandaté? Que quelqu'un t'a envoyé? Clay ouvrit les bras comme pour dire « Enfin, bien sûr, je ne suis qu'une pièce jetable, une diversion. » Il se pencha lentement, sans un geste brusque, et attrapa un dossier sous le lit. « Tu vois ça ?» demanda-t-il. Il le posa sur le lit. « Ça, c'est ce qui devait tomber entre les mains d'un certain procureur pour détruire une carrière politique. Un dossier monté de toutes pièces, mais suffisamment crédible pour exploser un adversaire, une bombe, pas un vrai explosif, un scandale fabriqué. Mais tu sais ce qui est drôle, il sourit comme un fou. Ton chien a flairé l'artifice. Il a compris qu'une odeur ne correspondait pas. Il a senti la poudre chimique utilisée pour vieillir les documents. Tu imagines? Un chien plus malin que tout un service d'intelligence. Eric resserra la prise sur son arme. Clay jubilait. Sauf que Riley, lui, il savait. Il savait pourquoi je devais passer dans cette rue. Pourquoi je devais rester invisible. Pourquoi surtout personne ne devait comprendre qu'il y avait une opération politique en cours. Eric demeurait silencieux, mais son esprit analysait chaque mot. Clay haussa les épaules. Le problème, c'est que ton chien m'a vu. Et Riley savait que si quelqu'un regardait de trop près, tout s'effondrerait. Alors il a fait ce qu'il croyait nécessaire. Il a tiré. Et toi, mon cher commandant, tu marches dans quelque chose qui dépasse ta vengeance personnelle, tu marches dans un champ de mine politique. Eric s'approcha encore, si près que Clay sentit son souffle. « Il y a une chose que tu n'as pas comprise, » dit calmement Eric. « Je ne marche jamais dans un champ de mine. Je les cartographie avant tout le monde. » Il asséna un coup fulgurant avec la crosse de son arme. Clay s'écroula, sonné, incapable de résister. Eric l'attacha avec les attaches plastiques qu'il gardait dans sa poche et fouilla minutieusement la chambre. Il trouva un second sac, contenant cette fois plusieurs cartes de la ville et surtout une liste de noms. Parmi eux, Riley, Monroe et plus haut encore, un certain directeur Tomakin, chef du bureau de sécurité de la ville. Eric fronça les sourcils. Voilà donc l'homme dans l'ombre, l'homme pour qui Clay travaillait
l'homme dont Riley semblait être le pion. Le nom résonna dans son esprit comme un gong Thomas Keane, un homme respectable en apparence, souvent invité sur les plateaux télé, toujours en train de parler de sécurité, de protection, d'avenir. Mais derrière ce sourire public, quelque chose de pourri. Eric comprit soudain que ce qui était arrivé à Hunter n'était pas seulement la conséquence d'un tir précipité, c'était une conséquence de Keane, d'un système entier qui utilisait les forces de l'ordre comme des pions interchangeables. Clay grogna, encore étourdi. « Alors, tu vas faire quoi? Me livrer ?» Eric le regarda avec une intensité glaciale. « Non, répondit-il. Je vais te faire parler devant la police, devant la presse, devant n'importe qui pourra réduire Keane en cendres. Tu vas dire tout ce que tu sais. Et si tu mens, je le saurai. » Clay éclata d'un rire nerveux. « Tu peux me livrer à qui tu veux. Keane me fera disparaître en moins de 10 heures. Il a des hommes partout. Il a des yeux partout. Tu crois que tu peux me sauver ?» Eric s'accroupit, saisit Clay par le col, le forçant à le regarder dans les yeux. « Je ne suis pas là pour te sauver. Je suis là pour t'utiliser. » Clay déglutit. Pour la première fois, la peur traversa son regard. « Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. » murmura-t-il. Eric se redressa, détacha lentement son pistolet. « J'ai affronté des hommes plus dangereux que Keane. J'ai enterré des empires clandestins entiers. » Il attrapa Clay et le traîna dehors. « Et maintenant, c'est lui qui va apprendre ce que ça coûte de s'en prendre à ma famille. » Il poussa Clay sur le siège arrière du SUV, attacha la ceinture de sécurité par pure ironie, referma la porte et s'installa au volant. Alors qu'il démarrait, l'homme ligoté dans le dos essaya encore. « Tu crois que tu vas gagner ?» Eric répondit sans le regarder. « Je ne crois pas, je sais. » Il accéléra. Le motel disparut derrière eux. Et la prochaine destination n'était pas le commissariat. Ce n'était pas non plus l'hôpital ou un tribunal. Eric se dirigeait vers un endroit où personne ne pourrait interférer, où personne ne pourrait protéger Keane, où Clay serait forcé de parler, totalement, sans détour. Car Ghostline avait un plan. Et l'homme dans le siège arrière, malgré toute sa bravade, n'allait pas y survivre intact. La nuit s'étirait lourde et silencieuse, tandis qu'Eric roulait vers l'extérieur de la ville. Et Clay, attaché dans le noir, ne riait plus du tout. La route s'étendait devant eux comme un long ruban noir, éclairé seulement par les phares du SUV. Eric avançait à une allure maîtrisée, les mains parfaitement stables sur le volant, mais chaque fibre de son corps en état d'alerte. Clay, attaché à l'arrière, tentait de dissimuler sa nervosité. Il bougeait sans cesse, lançant des regards rapides autour de lui, sans parvenir à deviner où ils allaient. « C'est quoi cet endroit ?» finit-il par demander, la voix tremblante sous la provocation forcée. Eric ne répondit pas. Il roulait vers un lieu que Clay ne pouvait pas imaginer. Un ancien complexe d'entraînement militaire, hors d'usage depuis des années, perdu au milieu d'une forêt à la périphérie de la ville. Un endroit sans réseau téléphonique, sans présence humaine, sans témoins. Un endroit où Eric Harper avait appris à briser des résistances, à extirper des aveux, à survivre là-bas, aucune distraction, rien que la vérité. Quand Eric tourna brusquement sur un chemin de terre, Clay se tendit comme une corde prête à céder. « Hé, on va où là? Tu vas pas ?» Le SUV cahotait sur le terrain irrégulier. La lune éclairait à peine la façade massive d'un ancien hangar d'entraînement, aux murs métalliques rongés par la rouille. Eric coupa le moteur. Le silence qui suivit était presque sonore tant il était dense. Il se retourna vers Clay, son visage à moitié éclairé par les lumières du tableau de bord. « L'homme pour qui tu travailles m'importe moins que l'innocent que tu as mis en danger », dit-il simplement. Clay voulut répondre, mais Eric ouvrit sa portière et vint le tirer par le col. Le sol froid et humide éclaboussa les genoux du suspect lorsqu'il tomba en avant. « Lève-toi !» Clay obéit immédiatement. Le vent sifflait à travers les panneaux du vieux bâtiment, créant une ambiance presque irréelle, comme si le lieu lui-même retenait son souffle. Eric poussa la grande porte grinçante du hangar, dévoilant une obscurité totale. Il alluma une lampe torche, les murs gris, les vieux anneaux d'entraînement, les câbles suspendus, tout semblait figé dans le temps. Il fit entrer Clay, referma la porte derrière eux et installa une lampe LED qui projeta une lumière blanche brutale au centre de la pièce. « Assieds-toi », ordonna-t-il. Clay s'assit, les poignets attachés, respirant trop vite pour cacher sa peur. « On va recommencer depuis le début », déclara Eric en plaçant la lampe juste devant lui. « Tu travailles pour Thomas Keane, depuis quand ?» Clay tenta d'abord de détourner le regard, puis céda. « 2 ans. 2 ans que je livre des dossiers pour lui. Des trucs sensibles, parfois. Mais je savais pas que... » Eric le coupa d'un haussement de sourcils. « Tu savais très bien ce que tu faisais, continue.
Clay avala difficilement. Keane m'utilise pour ce que ces hommes ne peuvent pas faire. Je transporte, je dépose, je récupère. Pas de question, le jour où ton chien m'a flairé, je transportais un dossier fabriqué. Keane voulait faire tomber un juge fédéral, le faire chanter, le pousser à se coucher politiquement. On devait faire croire qu'on avait des preuves d'un financement illégal. Eric resta parfaitement immobile. Pourquoi près de l'école? Clay haussa les épaules, presque honteux. Parce que c'est une zone morte pour les caméras, Keane contrôle toutes les autres. C'était le point le plus sûr pour laisser l'enveloppe. Eric inspira profondément. Et Riley, quel était son rôle exact? Clay hésita un instant, puis lâcha. Il devait s'assurer que personne ne me remarque, me couvrir discrètement. Mais quand ton chien a commencé à me suivre, Riley a paniqué. Il a vu son propre monde s'effondrer. Il a tiré parce qu'il avait peur que la vérité éclate. Un silence glacé tomba. Eric pencha légèrement la tête. Que prévoyait Keane si quelqu'un découvrait votre opération? Il avait un plan B, répondit Clay en fermant les yeux. Faire porter le chapeau à quelqu'un, à n'importe qui. Le juge, un flic, un civil. Keane s'en fiche. Il veut juste rester en haut. Eric s'approcha, posant une main sur la table proche, tout près du visage de Clay. Est-ce qu'il sait que tout a échoué? Clay hocha la tête. Oui, il sait déjà. Et crois-moi, il ne va pas attendre, il va effacer les traces. Il va se cacher ou t'écraser publiquement si tu t'approches trop. Eric réfléchit une seconde. Alors pourquoi tu me parles, Clay? Pourquoi maintenant? Clay eut un sourire triste, presque brisé. Parce qu'il va me tuer, que je parle ou pas. Parce qu'il n'aide jamais ses hommes. Parce que... Il inspira profondément. Parce que ton chien m'a regardé comme si j'étais déjà condamné ce jour-là et j'en ai marre de courir. Eric resta silencieux quelques instants. Puis il sortit son téléphone. Tu vas m'aider à faire tomber Keane. Clay pâlit. Si je parle, je suis mort. Eric répondit calmement. Si tu ne parles pas, tu es mort aussi. Mais si tu parles, alors tu auras une chance, avec moi. Il alluma la caméra, la lumière rouge s'alluma. Dis ton nom, ordonna Eric. Clay inspira profondément. Et dans l'écho froid du hangar, la confession qui allait faire tomber un empire commença. Clay inspira profondément, ses épaules tremblantes sous la lumière blanche qui le frappait en plein visage. On aurait dit un animal traqué, acculé, sentant que le moment de vérité était arrivé. Eric, immobile derrière la caméra, le fixait avec une précision implacable, chaque muscle du visage tendu par la détermination. « Dis ton nom », répéta-t-il, Clay déglutit, ses lèvres s'entr'ouvrirent, et sa voix, d'abord fragile, finit par sortir. « Je m'appelle Mason Clay, et je vais dire ce que je sais. » Ce simple aveu, pourtant banal, sembla remplir la pièce d'une tension nouvelle. Un poids venait de se déplacer comme si la vérité, jusqu'ici enfermée dans un coffre-fort invisible, commençait enfin à se libérer. « Je travaillais pour Thomas Keane, directeur du bureau de sécurité urbaine, » continua Clay. « Depuis 2 ans, j'étais chargé de transporter des dossiers sensibles, parfois falsifiés, parfois dangereux pour certaines personnalités publiques. Keane a monté plusieurs opérations destinées à manipuler des carrières politiques, à intimider des juges ou à influencer des décisions. Il baissa les yeux, honteux, j'étais l'outil parfait. Personne, un homme sans visage, payé pour me taire? Eric resta impassible, mais sa mâchoire se contracta légèrement. Clay poursuivit. Le jour de Meadow Ridge, j'avais sur moi un dossier fabriqué pour incriminer un juge fédéral, un dossier qui devait servir à le faire chanter. Keane voulait un levier contre lui. Il m'avait donné une zone de dépôt, un banc, près de l'école Jefferson, un endroit sans caméra municipale, un point mort. Il releva lentement les yeux vers la caméra. Je n'avais pas prévu la présence d'Ava Harper, je n'avais pas prévu que le chien... Sa voix se brisa une seconde. Hunter m'a repéré. Il a flairé la poudre chimique utilisée pour vieillir les documents. Une odeur que même les humaines ne détecteraient pas. Quand il s'est mis à aboyer, j'ai compris que tout risquait d'exploser. Alors j'ai fui. Eric s'approcha légèrement. « Parle de Riley », dit-il d'un ton glacial. Clay eut un frisson. Jason Riley était au courant. Il était chargé de sécuriser la zone, de faire en sorte que rien ne se passe mal. Keane lui avait ordonné de me couvrir, de détourner l'attention si nécessaire. Riley savait que je devais passer. Il savait que je transportais quelque chose d'illégal. Mais quand le chien a commencé à aboyer sur moi, Riley a paniqué. Il a cru que j'étais compromis, que Hunter allait attirer l'attention sur l'opération. Alors quand il a vu le chien courir, il a pensé que... Clay détourna le regard, incapable de soutenir celui d'Eric. Il a pensé qu'il n'avait pas le choix. Il a tiré. Il a voulu empêcher la situation de dégénérer. Mais il s'est trompé. La respiration de Clay devint irrégulière.
Et puis, Riley s'est retrouvé coincé. Quand les gens ont commencé à filmer, quand la foule est arrivée, il n'a plus su quoi faire. Keane l'a appelé, je l'ai entendu crier dans son oreille. Il lui a ordonné de rester sur sa version. Le chien était agressif. Keane lui a promis de couvrir ses arrières, de gommer les incohérences. Eric échangea un bref regard avec Clay sans dire un mot. Keane contrôle tout, poursuivit Clay. Les caméras de la ville, les rapports, les témoignages. Il sait comment fabriquer la vérité qu'il veut qu'on entende. Il a déjà commencé à préparer une déclaration pour accuser quelqu'un d'autre, moi. Riley, peut-être toi. Il dira que tu t'es vengé, que tu cherches un ennemi imaginaire, que tu es instable. Ils ont déjà créé des dossiers entiers pour salir des soldats comme toi. Clay soupira. Je sais comment il pense. Il ne laissera personne s'interposer. Pas même toi, commandant. Eric arrêta l'enregistrement d'un geste sec. Il approcha son visage de Clay, à quelques centimètres du sien. « Tu viens de mettre le feu à un empire », murmura-t-il. Clay hocha faiblement la tête. « Je sais, et je sais ce qui m'attend. » Eric se redressa. « Ce que tu viens de dire, c'est la vérité complète ?» Clay hésita, puis répondit « Non, il y a quelque chose d'autre. » Eric plissa les yeux. « Parle. » Clay ferma un instant les yeux, rassemblant son courage. Le jour de Meadow Ridge, Keane n'a pas seulement voulu déposer un dossier, cette opération n'était qu'une partie d'un plan plus vaste. Il voulait tester une faille dans le système de surveillance, la zone morte autour de l'école. Un test pour une opération future, bien plus dangereuse, quelque chose qui devait se produire dans quelques semaines, quelque chose qui concerne le réseau électrique de la ville, un sabotage coordonné, une mise en scène. Keane voulait créer une crise pour justifier une expansion de son département. Il voulait devenir intouchable. Eric resta figé. Un attentat mis en scène par son propre service? Clay acquiesça. C'était le projet initial. Et j'étais censé livrer une deuxième partie du dossier la semaine prochaine. Un silence énorme, lourd, s'abattit sur le hangar. Eric éteignit la lampe LED, laissant la pièce dans une semi-obscurité. « On part, dit-il Clay tressailli. Où tu m'emmènes? Dans un endroit où Keane ne te trouvera pas tout de suite. Et ensuite, Eric ramassa le téléphone contenant la vidéo. Ensuite, je vais faire tomber Keane. Pas avec un scandale, pas avec des rumeurs, avec la vérité. Et crois-moi, il n'est pas prêt pour ce qui arrive. » Il remit Clay dans le SUV et démarra. La nuit défilait autour d'eux, froide, silencieuse. Clay enfin murmura « Tu crois vraiment que tu peux gagner contre lui ?» Eric regarda la route, impassible. « Je n'ai jamais perdu contre un homme qui s'abritait derrière des mensonges. » Le moteur rugit, le hangar disparut derrière eux et la guerre contre Thomas Keane venait officiellement de commencer. Le SUV fonçait à travers la nuit, avalant les kilomètres comme un prédateur lancé à pleine vitesse. Eric gardait les yeux rivés sur la route tandis que Clay, attaché à l'arrière, observait les silhouettes sombres des arbres défiler à travers la vitre. Chaque minute qui passait le rapprochait d'un destin incertain. Mais une chose était sûre, il était désormais trop impliqué pour reculer. Lorsqu'Eric bifurqua sans prévenir sur une petite route forestière, Clay sentit son cœur s'emballer. « Hé, on va où? Tu m'avais dit que tu me protégerais ?» Eric ne répondit pas tout de suite. Il manœuvra entre deux rochers, suivit un sentier étroit, puis finit par arrêter le véhicule près d'un vieux bâtiment en pierre, camouflé par la végétation, un ancien refuge de chasseurs oublié du monde. Aucun réseau, aucun signal, aucun témoin. Il sortit du véhicule, ouvrit la portière arrière et attrapa Clay par le bras. « Je t'ai promis une chance, » dit-il d'une voix calme. « Je ne t'ai jamais promis une nuit paisible. » Clay trébucha, tombant presque, avant de se rattraper. « Mais Keane va me tuer dès que tu me livreras. » Eric s'arrêta, planta son regard sombre dans le sien. « Je ne vais pas te livrer, pas encore. Tu vas parler à d'autres personnes, des gens qui, eux, veulent entendre la vérité. » Clay fronça les sourcils. « Quels gens ?» Eric ne répondit pas. Il le guida à l'intérieur du refuge. L'air y était froid, chargé d'odeurs de bois humide. Sur une vieille table poussiéreuse, Eric déposa la lampe LED et commença à fouiller une caisse métallique. Il en sortit un téléphone satellite, un ordinateur portable blindé et un petit boîtier crypté. Clay se figea. « Tu plaisantes? Tu vas publier la vidéo ?» Eric fit claquer le boîtier sur la table. « Pas comme ça. Pas n'importe où. Keane possède la plupart des canaux officiels. Si je diffuse ta confession maintenant, il la fera passer pour une manipulation. Il détruira ta crédibilité en 1 heure. » Il se tourna vers Clay, laissant son ombre immense se projeter contre le mur. « Il faut du timing et il faut un témoin, quelqu'un d'incontournable. » Clay le dévisagea paniqué. « Qui pourrait être plus puissant que Keane ?»
Eric alluma l'ordinateur, l'écran projeta une lueur bleue dans le refuge, dévoilant une interface protégée par plusieurs couches de sécurité. Il entra des codes, ouvrit un canal privé et lança une demande de connexion à un contact identifié par un simple nom, Horizon. Clay blêmit. « Attends, tu vas impliquer eux ? Eric, tu es fou. Ils vont venir pour moi, me faire taire, me… » Eric coupa court. « Ils ne te feront rien tant que tu es sous ma protection. Et crois-moi, ils veulent Keane autant que nous. » Un bourdonnement retentit. L'écran afficha un visage partiellement flouté, comme si une distorsion chiffrée brouillait les contours. Une voix froide, parfaitement contrôlée, résonna dans le refuge. « Commandant Harper, voilà longtemps que nous n'avons pas parlé. » Clay écarquilla les yeux. Même flouté, on devinait l'autorité brutale de cet homme. « Bonjour, directeur Stone », répondit Eric calmement. Clay manqua de s'étouffer. Le directeur Stone, chef adjoint du service fédéral d'intégrité nationale, un homme dont on disait qu'il ne souriait jamais, qu'il ne dormait jamais, qu'il ne pardonnait jamais. Stone reprit. « Tu as refait surface dans des circonstances intéressantes. Tu m'envoies un signal prioritaire, pourquoi ?» Eric inclina légèrement la tête. « Parce que vous avez un problème majeur dans vos rangs locaux, et parce que j'ai la preuve. » Stone plissa les yeux. « Je t'écoute. » Eric fit signe à Clay. « Parle. » Clay blême déglutit. Il regarda la caméra, la gorge serrée, avant de répéter presque mot pour mot ce qu'il avait avoué dans le hangar. Le dossier falsifiait l'opération politique, la zone morte près de l'école, l'implication directe de Keane, les menaces, le projet de sabotage du réseau électrique. Chaque mot s'imprimait sur la vidéo enregistrée par Stone. Lorsque Clay eut terminé, un silence épais s'installa. Stone resta immobile un moment, puis dit simplement « Je savais que Keane était ambitieux. Je ne savais pas qu'il était suicidaire. » Eric croisa les bras. « Vous devez comprendre une chose, Keane bougera bientôt. Il va effacer des preuves, déplacer des fonds, peut-être même tenter de quitter le pays. Si vous ne m'aidez pas maintenant, il disparaîtra. » Stone réfléchit quelques secondes avant de répondre. « Je t'envoie une équipe. Discrète, rapide. Tu nous remets le suspect. Nous prenons le relais. » Eric secoua la tête. « Non, pas comme ça. Si je vous donne Clay maintenant, Keane l'éliminera avant même votre interrogatoire. Il a des hommes partout. Il faut une arrestation publique. Devant caméra, devant témoins. Je veux qu'il soit mis à nu, exposé, incapable de se cacher derrière son service. » Stone pinça les lèvres, réfléchissant. « Tu veux le piéger ? » ?»« Non, » répondit Eric. « Je veux le forcer à montrer son vrai visage. » La voix de Stone se durcit. « Très bien, faisons-le à ta manière, Harper. Je vais vous fournir un canal de diffusion officiel, un mandat fédéral provisoire et une équipe prête à intervenir. Mais tu devras amener Keane à sortir de son bunker. Sans quoi, rien de tout cela ne sera possible. » Eric acquiesça. « Je m'en occuperai. » La connexion se coupa. Le silence retomba, presque étouffant. Clay s'effondra sur la chaise. « Tu te rends compte de ce que tu fais ? Keane va paniquer. Il va lancer ses hommes. Il va… » « Oui, » répondit Eric. « Et c'est exactement ce que je veux. » Clay le fixa avec horreur. « Pourquoi ? Tu veux qu'il te traque ?» Eric posa calmement son arme sur la table. « Parce que je veux qu'il vienne à moi, à découvert, là où je l'attendrai. » Il se leva, rangea ses équipements et se dirigea vers la sortie du refuge. « Tu restes ici ? J'ai activé des capteurs autour du bâtiment. Sors et ils me préviennent. Keane ne pourra pas t'atteindre. Et toi, tu vas où ?» Eric passa la porte, la silhouette découpée par la lumière pâle du dehors. « Je vais chercher Keane. Et quand je reviendrai, ce sera terminé. » Il monta dans le SUV, le moteur rugit. Clay resta seul, blême, tremblant, dans le refuge silencieux. Et tandis que Eric s'enfonçait dans la nuit, une unique pensée le traversa. Keane avait lancé une guerre politique. Eric Harper allait la finir comme un soldat. Le moteur du SUV ronronnait dans la nuit, tandis qu'Eric roulait en direction du centre-ville. Les arbres défilaient comme des ombres fuyantes, et malgré l'obscurité, ses yeux restaient aussi incisifs que ceux d'un prédateur traquant sa cible. Le plan serait simple, brutal, calculé, forcer Thomas Keane à sortir de sa forteresse administrative, l'entraîner dans un terrain neutre, un espace où ni ses hommes ni ses mensonges ne pourraient le protéger. Ce soir-là, Eric Harper n'était plus un père endeuillé, il n'était plus un soldat à la retraite, il redevenait Ghostline, l'ombre qui faisait trembler même les chefs de guerre, et qui n'allait apprendre ce que signifiait provoquer un homme comme lui. Sur la route, Eric récupéra son téléphone et accéda à un canal codé. Il ouvrit un message destiné à une seule personne, Eva. Il tapa quelques mots, brefs et rassurants. « Je reviens vite, sois courageuse ma puce. » Puis il verrouilla l'écran, inspira profondément et appuya sur l'accélérateur. Au même moment,
Dans son bureau situé au 14e étage d'un bâtiment gouvernemental, Thomas Keane fixait 3 écrans qui affichaient chacun une version différente de la même donnée. Un extrait de rapport interne, un avis de signalement, une notification cryptée. Son visage, habituellement calme et maître de lui, semblait tendu, presque nerveux. Les mains jointes, il fixait l'écran central où tournait la vidéo floue d'une confession. On y distinguait la voix de Clay, tremblante mais claire, révélant chaque détail de l'opération de Meadow Ridge. Sur le bureau, Keane serra les poings. « Sera » murmura-t-il. Il appuya sur un bouton et un agent en costume sombre entra dans la pièce. « Trouvez Clay Harper, trouvez-le maintenant. Je veux sa localisation exacte dans les 5 minutes. Et envoyez une équipe. Pas un mot à la presse, pas de bavure. »« Oui, monsieur le directeur. » L'agent disparut en silence. Keane posa ses yeux sur la ville à travers la vitre. Les néons clignotaient, les voitures traçaient des lignes lumineuses sur l'avenue, un monde qu'il contrôlait depuis des années. Un monde qu'il façonnait dans l'ombre. Et voilà que tout risquait de s'effondrer en une seule nuit à cause d'un chien et de son maître. Puis, la sonnerie de son téléphone résonna. Numéro masqué. « Directeur Keane ?» répondit-il sèchement. La voix d'Eric retentit, froide comme l'acier. « C'est moi. » Le silence fut lourd, immédiat. « Harper, j'imagine que vous êtes fier de votre petit spectacle. Vous croyez vraiment que cette vidéo suffit à renverser un homme comme moi ?» Eric esquissa un sourire sombre derrière son volant. « Non, ce n'est que le début. Vous êtes seul. Vous ne pouvez rien faire. C'est ce que vous pensez. Vous vous mettez en danger, Harper. Votre fille se met en danger. Vous ne comprenez pas ce que vous affrontez. Je peux vous briser. » Eric éclata d'un rire sans joie. « Vous avez déjà tout pris. Alors maintenant, c'est à mon tour. » Keane inspira, tentant de garder le contrôle. « Qu'est-ce que vous voulez? Une négociation? Un accord? Je veux que vous veniez me rencontrer. Maintenant. Seul. » Keane grimaça. « Et pourquoi ferais-je une chose aussi stupide? Parce que si vous ne venez pas, la vidéo sortira dans moins d'1 heure envoyée par le Bureau fédéral d'intégrité, avec mandat, et ils viendront vous chercher jusque dans votre placard secret. Croyez-moi, ils savent tout. » Le silence revint. Puis Keane céda. « Où ?» Eric donna une adresse. Une ancienne usine, désaffectée au bord du fleuve. Un terrain neutre, un endroit où Keane ne pourrait pas faire venir tout son escadron. « 30 minutes, ordonna Eric. « 30 minutes, confirma Keane. Eric raccrocha. Le piège était en place. L'usine s'élevait comme une carcasse géante dans la nuit. Le vent siffla entre les poutres métalliques rouillées, faisant vibrer les panneaux suspendus. La lune projetait une lumière pâle à travers les fenêtres brisées, dessinant des ombres longues et inquiétantes sur le sol couvert de poussière. Eric entra. Son pas ne résonna pas. Il connaissait ce genre de lieu, vaste, ouvert, dangereusement silencieux, parfait pour ce qui devait se produire. Il se positionna près du centre de la salle principale, l'endroit où la lumière naturelle tombait légèrement, pas trop visible, pas trop cachée, juste assez pour contrôler les angles. Au loin, un moteur approcha. Des phares balayèrent l'entrée de l'usine. Thomas Keane entra. Il était seul. Costume impeccable, posture droite, regard brûlant d'arrogance. Il tenait un dossier dans une main comme une provocation silencieuse. « Harper » dit-il simplement. « Keane ». Ils se fixèrent, 2 mondes opposés, face à face. « Vous jouez un jeu dangereux ?» reprit Keane. « Vous ne savez rien de ce qui se passe au-dessus de vous. Ce monde-là n'est pas pour les hommes comme vous. Vous êtes un soldat. Vous êtes fait pour obéir, pas pour décider. » Eric avança d'un pas. « Je suis un père, et les pères ne laissent pas les monstres toucher à leurs enfants. » Keane sourit, froid, presque amusé. « Votre chien était un dommage collatéral, rien de plus. Une pièce jetable dans un échiquier qui vous dépasse. » Le mot « jetable » fut un trop. Eric sentit le sang battre dans ses tempes. « Vous avez commis la plus grosse erreur de votre vie, » dit-il en avançant lentement. « Vous avez cru que je m'arrêterais à la colère, que je pleurerais, que j'abandonnerais. » Il s'approcha encore. « Mais je ne fais pas partie de ceux qui abandonnent, Keane. Je suis de ceux qui terminent ce qu'ils ont commencé. » Keane sortit un pistolet silencieux, pointé droit sur Eric. « Finissez votre phrase et je vous tue. » Eric ne bougea pas. « Si vous pouviez me tuer, vous l'auriez déjà fait, vous étiez trop tard, trop exposé, trop paniqué. » Puis, à cet instant précis, une lumière rouge se mit à clignoter dans le coin supérieur du bâtiment. Keane se figea. « C'est quoi ça ?» Eric prit une grande inspiration. La diffusion en direct. Keane devint livide. Son visage passa du rouge à un blanc presque translucide. Eric leva légèrement la main vers une petite caméra fixée discrètement sur une poutre. « Vous êtes en direct devant le Bureau fédéral d'intégrité. Ils vous entendent, ils vous voient.
Et ils savent que vous venez d'avouer que Hunter était un dommage collatéral. Keen recula hébété. Non, non, vous mentez. Une voix résonna soudain dans l'usine, amplifiée par un haut-parleur. Thomas Keen, ici le directeur Stone. Vous êtes en état d'arrestation pour falsification, conspiration, mise en danger de civils, corruption, abus de pouvoir et entrave à la justice. Déposez votre arme, maintenant. Keen tituba. Ses yeux se plantèrent dans ceux d'Eric, emplis d'une rage presque animale. Vous avez détruit ma vie. Eric serra les mâchoires. Non, je vous ai empêché de détruire celle de ma fille. Keen leva un instant son arme, comme s'il envisageait l'impensable. Mais avant qu'il ne puisse tirer, une équipe fédérale surgit, l'entourant de toutes barres. Il fut plaqué au sol, menotté, neutralisé. Eric resta immobile, il observa Keen être emporté, sans dire un mot. La justice enfin se mettait en marche. 3 jours plus tard, l'aube se levait doucement sur la maison des Harper. Le vent caressait les feuilles, les oiseaux chantaient timidement. Eva se réveilla et descendit les escaliers. Elle trouva son père dans le jardin, sous le grand arbre où reposait Hunter. Il tenait une petite boîte en bois entre ses mains. « Papa ?» Eric se retourna, un sourire léger dans les yeux. « Viens voir, ma puce !» Eva s'approcha et ouvrit la boîte. Elle y trouva une médaille, la nouvelle. Une médaille fédérale d'honneur, pour Hunter, pour son courage, pour sa loyauté. Ava sentit ses yeux se remplir de larmes. « C'est... pour lui ?» Eric hocha la tête. « Oui, pour qu'il sache que même là où il est, on ne l'a pas oublié, et on ne l'oubliera jamais. » Ils déposèrent la médaille au pied de l'arbre. Le vent souffla doucement, comme une caresse, comme un remerciement. Puis Ava tira sur la manche de son père. « Papa, tu crois qu'un jour, on aura un autre chien ?» Eric sourit. « Peut-être, mais jamais pour remplacer Hunter, juste pour continuer ce qu'il a commencé. » Eva hocha la tête. Alors, un jour, ils rentrèrent ensemble dans la maison. Le soleil filtrait entre les branches, illuminant le jardin. Et dans le silence, on aurait presque juré entendre un collier teinté, là, juste là, dans la brise du matin. Hunter n'était plus là. Mais son ombre, son courage, son amour, vivraient pour toujours.